Je vous présente aujourd'hui notre 535e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, un mariage annulé au pied de l'autel, celui d'Alstom et de Siemens. La Commission européenne s'y est opposée. Le gouvernement français le déplore. Cependant, le Rassemblement national s'en félicite. Quel est votre point de vue, Président ? En effet, je n'ai pas l'habitude d'appuyer en général les décisions de la Commission européenne, mais en l'occurrence, il me semble que l'intérêt national exige que nous gardions le contrôle de l'activité d'Alstom. Nous avons déjà, je le rappelle, bradé la division énergie à General Electric sous Hollande et Macron, d'ailleurs, alors ministre de l'économie. Et ce qui nous reste, c'est-à-dire le rail, fait de nous un des grands producteurs, une des grandes forces mondiales sur ce plan. Par conséquent, en appliquant les règles du patriotisme économique, nous devons garder notre disponibilité, notre indépendance. Alstom a les moyens de se défendre sur le marché mondial. Il apparaît qu'en plus, Siemens était en capacité d'absorber Alstom dans cette fusion. Oui, mais c'est évident que cette alliance se traduirait sans doute, comme avec General Electric, par une absorption de Alstom par un groupement étranger. Voilà. Alors, je crois que nous avons intérêt à garder nos moyens à notre disposition. Il ne nous en reste plus tellement. L'argument du gouvernement, c'est de dire que l'Europe ne résiste pas aux Chinois et à leur puissance, dans le domaine ferroviaire en particulier. Oui, mais on ne résisterait pas plus avec l'alliance Siemens que l'on peut le faire avec Alstom. Le problème, c'est un problème de volonté. Et s'il y faut, après tout, le soutien de l'État pour lutter contre la concurrence si elle se révélait être mortelle pour notre économie. Alors, le président Emmanuel Macron et son parti En Marche annoncent la mise en place d'une cellule anti-Rassemblement national à l'occasion des élections européennes. Doit-on craindre son efficacité ? Écoutez, je trouve cet aveu absolument cynique. On sait très bien que le pouvoir tient toujours à sa disposition des cellules d'action, de propagande contre ses adversaires politiques. Ça ne me semble pas tout à fait conforme aux règles ni à l'esprit de la démocratie. Ce que fait le Front National me paraît être en toute transparence. On ne voit pas pourquoi, si ce n'est pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, le pouvoir voudrait de surcroît avoir la main sur les informations qui le concernent. Vous êtes vous-même depuis 40 ans un grand praticien des cellules anti-Le Pen, anti-Rassemblement mais ça, absolument. national, d'ailleurs, Front National. Avec vous une souvenez... certaine efficacité, mais il est très rare quand même que des gens au niveau du pouvoir revendiquent la responsabilité de procéder à des opérations de basse police, on peut le dire. C'est comme un petit peu des cabinets noirs à ciel ouvert, ce qui est paradoxal. C'est ça. Mais vous avez peut-être le souvenir de M. C'est un cabinet noir transparent. Voilà. C'est la novation de M. Macron. Vous vous souvenez de M. Cambadélis qui avait monté le harcèlement démocratique contre vous autrefois. C'est ça, absolument. C'est-à-dire ce sont les moyens antidémocratiques de faire échec à la démocratie. Tout en la servant. Ce sont les adversaires du pouvoir qui ont des chances de gagner. Contre la démocratie, au nom de la démocratie. C'est ça. Alors, quant au financement de la campagne européenne des partis politiques, les banques sélectionnent les listes qui pourront ou non obtenir du crédit. Est-ce un tri sélectif antidémocratique, selon vous ? Écoutez, c'est scandaleux. Écoutez, il n'y a aucune raison que les banques fassent elles-mêmes une sélection des listes ou des candidats qui sont autorisés à se présenter. Voyons, puisqu'on sait que ces dépenses sont remboursées par l'État, à une certaine limite, bien sûr. Et par conséquent, dans cette limite, les banques peuvent parfaitement prêter de l'argent, devraient le faire, c'est leur métier. Leur métier, ce n'est pas de gagner de l'argent uniquement sur le dos des citoyens, c'est aussi de participer à la vie économique et, quand c'est nécessaire, politique. Je trouve ça scandaleux. Alors, Cotelec avait jusqu'ici pallié cet inconvénient, puisque nous réunissions des capitaux pour prêter aux candidats du Front National. Malheureusement, nous nous trouvons actuellement dans une situation
nous avons un débiteur qui, pour l'instant, n'est pas en mesure de nous payer. Par conséquent, nous ne pouvons pas prêter. En plus, la nouvelle loi encadre strictement maintenant les activités des micro-partis comme Cotelec, puisqu'il n'est plus possible de se fournir auprès de ceux qui veulent soutenir la politique non, mais dans les nous conditions. Nous sommes dans un pays où les espaces de liberté ne cessent de se réduire progressivement chaque jour. Et il y a aussi cette contrainte, seules les banques européennes, de l'Union européenne, peuvent désormais intervenir dans la vie politique française à travers des emprunts, à travers des prêts. Absolument, ce qui limite évidemment le marché mondial strictement à l'Union européenne. Absolument. Alors le rapport annuel de la Cour des comptes relève des inquiétudes relatives au déficit public. Va-t-on accuser le mouvement des Gilets jaunes d'avoir fait flamber la dette ? Je ne sais pas, ils seront certainement accusés, et c'est vrai qu'ils ont une certaine responsabilité dans le coup de frein dans certaines régions de l'activité économique, en particulier les samedis. Bon. Mais ça ne justifie pas, ça n'explique pas la situation régulièrement déficitaire du budget français. Et il faut dire aussi que la Cour des comptes fait honnêtement son travail, honnêtement et en vain, puisque aussi bien ses recommandations ne sont pratiquement jamais suivies des faits. Par conséquent, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Alors plus de 400 niches fiscales en France, dont certaines ne sont pas forcément très efficaces par rapport au but qui avait justifié leur création. Le ministre des Comptes publics parle de raboter les niches fiscales et le Rassemblement national fait observer que si on rabote des niches, ce sont des impôts en plus par définition. C'est évident que si c'est une mesure générale, ça correspond à une augmentation de la pression fiscale. Cela étant, il y a probablement des niches qui méritent d'être revisitées et qui peut-être ne se justifient pas, encore qu'elles ont été créées généralement pour rééquilibrer des situations qui étaient justement en péril par l'application stricte de la loi unique. En quelque sorte, c'est une accommodation, en quelque sorte, de l'application de la loi. Mais celle-ci ne doit pas se faire, bien sûr, au détriment du budget national. Et là, il faudrait à la fois de la fermeté et de l'intelligence. L'une des niches à raboter n'est-elle pas le poids de l'immigration, au bout du compte ? Non, surtout qu'on va raboter là où il n'y a pas grand-chose à gratter, alors qu'il y a des secteurs comme l'immigration massive, par exemple, qui est une des causes principales du déficit français. Mais cela, personne ou presque personne, sauf le Rassemblement national et moi-même, avons le courage de le dire et de le redire depuis des années. Bon, il est bien évident qu'un couple, par exemple, avec 4 enfants, qui arrive et qui rentre en France, généralement illégalement, qui est ensuite régularisé, alors il faut lui fournir un logement, alors qu'il n'a pas les moyens de le payer, ni d'en payer le loyer. Il faut lui fournir un travail, alors que nous avons 6 millions de chômeurs. Il faut les soigner dans des hôpitaux qui sont déjà surchargés. Et il faut en plus lui accorder des aides familiales, sociales ou autres. Il est bien évident que la seule solution possible, vu le danger actuel, c'est de dire les gens qui rentreront chez nous sans titre n'auront droit strictement à rien. Ni logement, ni travail, ni scolarité pour leurs enfants, ni soins dans les hôpitaux, sauf des cas extrêmes, évidemment. Bon, voilà, c'est sous. Mais je ne sens pas pour l'instant cette prise de conscience à l'échelon gouvernemental, bien sûr, ni même tout à fait à l'échelon national. Encore que l'immigration vient tout de même désormais en tête des préoccupations des Français. Et ils ont bien raison, parce que le danger ne va cesser de s'aggraver. À noter au passage, puisqu'on parlait du rapport de la Cour des comptes, que celui-ci fait ressortir que le système des urgences dans les hôpitaux français est en train de dépérir, d'exploser, et qu'il y a là une situation critique. Le système des urgences est tel que, dans les week-ends en particulier, eh bien, des tas de gens sans abri
viennent en urgence à l'hôpital. Ils ne ressortissent pas strictement à la définition de la situation médicale d'urgence, mais ils sont là, comment les renvoyer, avec quelles autorités, quels moyens. Et il y a là un problème non seulement de volonté, mais il y a un problème de structure aussi, qu'il faut sans doute modifier et étudier de façon plus approfondie pour justement que ne viennent aux urgences que les situations réellement urgentes. Alors, un hommage de la France aux victimes du génocide arménien au moyen d'une journée commémorative se déroulera en avril. Les autorités turques, bien entendu, haussent le ton. Quel est votre avis à ce propos ? Écoutez, il y a eu un génocide arménien, c'est absolument reconnu, avéré, historique oui, et indiscutable. Et il n'y a absolument aucune raison pour que nous renoncions à en faire état. Je sais bien qu'un certain nombre de gens considèrent qu'il n'y a qu'une seule sorte de génocide qui soit à prendre en compte, mais nous pensons, nous, que tous les génocides sont également condamnables. D'une façon générale, votre opinion sur l'évolution du régime turc ? Le régime turc, je rappelle que la Turquie a 100 millions d'habitants, que le président Erdogan a clairement fait connaître son intention d'expansion démographique, puisqu'il a dit « la famille turque, ce n'est pas 3 enfants, c'est 5 enfants au moins ». Par conséquent, il faut s'attendre à voir s'aggraver à nos frontières européennes une pression migratoire qui est déjà importante. Il y a certains quartiers de certaines villes qui sont des quartiers turcs, en fait, voilà, et qui obéissent beaucoup plus aux mots d'ordre qui leur viennent d'Ankara plutôt que de l'endroit où ils se trouvent. Plutôt que de la ville où ils vivent, voilà, c'est tout. Vous faisiez observer d'ailleurs que dans notre pays, et elles sont créées déjà dans de nombreuses villes, des entités étrangères que nous ne contrôlons pas, qui sont dites de non-droit, et par conséquent sont autant de bombes à retardement dont le gouvernement ne semble pas se préoccuper outre mesure. Il vous arrive de faire observer d'ailleurs qu'au-delà des Turcs eux-mêmes, des citoyens turcs, il y a les turcophones, et alors là, ça oui, alors les turcophones sont le double pratiquement. Il y a 100 millions de Turcs et environ 100 millions de turcophones, et il est évident que, alors ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Turcs, n'est-ce pas ? Mais l'immigration dans notre pays ne vient pas seulement de l'Afrique du Nord. Elle vient aussi beaucoup de l'Afrique noire, subsaharienne, et elle vient aussi de l'Asie. Elle vient même d'Amérique du Sud. Bon, par conséquent, il y a là une situation de danger mortel pour notre sécurité, notre liberté, notre identité. Alors, pour la première fois, les envahisseurs ne sont plus armés, bottés, casqués. Mais ils n'en sont pas moins des envahisseurs, et nous ne sommes pas psychologiquement, politiquement, socialement équipés pour nous défendre contre cet envahissement. Alors le rituel constitutionnel américain, avec le discours de l'État de l'Union, a vu s'exprimer un Donald Trump consensuel comme c'est l'usage, alors que les démocrates du Congrès se préparent à bloquer ses choix budgétaires dans la lutte contre l'immigration. Avez-vous un pronostic, Président, sur la suite du mandat présidentiel de Donald Trump ? Écoutez, à chacun ses problèmes. Oui. J'ai plutôt de la sympathie pour le personnage et pour la politique qu'il mène, somme toute. Mais après tout, les Américains sont les responsables de la politique américaine. Et nous avons nous-mêmes tant de problèmes qu'on n'a pas le temps de s'occuper des affaires des autres. Il y a longtemps que vous n'êtes pas allé aux États-Unis, finalement, dans un voyage. C'est vrai, mais si l'occasion se présente, pendant que les Républicains sont au pouvoir. Je répondrai aux invitations qui me seront lancées. Surtout quand les Républicains sont au pouvoir, puisque c'est plutôt de ce côté-là que vous aviez des liens et des amitiés. Oui, c'est probable que les démocrates ne m'inviteront pas, encore que entre un démocrate de droite et un républicain de gauche, quelquefois, il n'y a pas beaucoup de différence. La France, comme d'autres pays, semble s'être alignée sur les États-Unis dans la crise vénézuélienne. Quel est votre avis ? Pensez-vous que ce soit de l'ingérence ? Je crois qu'il y a toujours... il faut avoir beaucoup de scrupules quand on intervient dans la politique d'autres pays que le nôtre. Et le Venezuela, en effet, est dans une situation
qu'on peut considérer comme tragique, avec un président élu et un président de l'Assemblée qui a fait un coup d'État en se proclamant lui-même chef d'État. Oui. Alors, selon les affinités, les différents pays du monde choisissent leur champion, ce qui est le meilleur moyen de déclencher la guerre civile dans ce pays. Je crois que, ou bien on respecte les règles, Maduro a été élu, c'est Maduro le président, quel qu'il soit, ou bien alors c'est en quelque sorte le grand n'importe quoi, celui qui se déclare président a des chances d'être soutenu puisqu'on n'aime pas celui qui est en place. Bon, ça me paraît très dangereux et je crois qu'il faut avoir une grande réserve relativement à des situations comme celle-là qui peuvent assez vite dégénérer dans des affrontements civils graves. Oui, parce qu'en l'occurrence, dans ce contexte, le président élu Nicolas Maduro, lui, est soutenu par le président russe Vladimir Poutine, par les Chinois, par les Iraniens. Absolument. Ici, il y a là une espèce de remake, si je veux employer ce mot, de la guerre froide. Et une fracture dans la politique internationale qui peut être inquiétante. Et donc, je ne saurais trop recommander à nos responsables la prudence dans ces attitudes internationales. Au fond, ça a toujours été votre philosophie. On se souvient de l'attitude que vous avez eue au moment de la première guerre du Golfe, où vous réclamiez une très grande mesure dans les interventions étrangères, en souhaitant que les conflits restent là où ils sont et se règlent avec ceux qui sont directement engagés à l'exclusion des interventions extérieures. Absolument. La France aux Français, l'Amérique aux Américains, et l'Amérique du Sud aux Américains du Sud. Alors, nous savons tous que vous lisez énormément la nuit, beaucoup plus que vous ne dormez d'ailleurs. Alors, quelles sont vos lectures en cours, si je puis dire, Président ? Eh bien, je continue à lire Sérotonine, dont j'arrive à lire un chapitre le soir avant de m'endormir. J'en demande pardon à M. Houellebecq. Je ne suis pas transporté d'admiration, mais étonné quelquefois par la hardiesse de certaines investigations psychologiques. Et puis vous avez une relecture, c'est le manuscrit de vos mémoires, le tome 2, là, vous êtes dedans. Alors, le tome 2, c'est le travail. J'ai prévu qu'il paraîtrait, si Dieu nous prête vie, au mois de septembre, je crois le 15 septembre. Pardon. Et on s'y attelle, c'est là, on peaufine, voilà. C'est un travail un petit peu frustrant, sans cesse de relire. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Frustrant et nécessaire. Mais en tout cas, nous vous remercions infiniment, cher Président, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et avec plaisir. À la semaine prochaine, Jean-Marie Le Pen. À la prochaine. Au revoir.